Pendant 47 ans, la République islamique a dit à son peuple qu'aucun ennemi ne pouvait les briser. Ils n'ont cessé de répéter qu'ils ont survécu aux sanctions, qu'ils ont survécu aux assassinats, et qu'ils ont même survécu à la guerre de 12 jours avec Israël. Cette survie était toute la justification des sacrifices exigés par le corps des gardiens de la révolution islamique, de l'argent qu'ils consommaient et de la brutalité qu'ils déployaient contre son propre peuple. Puis, hier, au bout de 11 jours de blocus naval américain, la République islamique d'Iran est passée à la télévision nationale et a demandé à ses citoyens de manger moins et de consommer moins d'électricité. Je ne plaisante pas, nous allons aborder tout cela très bientôt. Ce n'était pas une déclaration de défi ou quoi que ce soit de ce genre. C'était un appel du régime à son peuple pour qu'il mange moins, qu'il économise davantage afin de pouvoir survivre plus longtemps. 11 jours. Les responsables du régime ont compris leurs problèmes en seulement 11 jours. Le pays s'effondre, et l'Iran demande maintenant à ses citoyens d'aider le régime à survivre. Voyons quel est le problème auquel ce régime est confronté. Ces derniers jours, tout le monde, moi y compris, s'est concentré sur les exportations que l'Iran ne pouvait pas acheminer à cause du blocus américain dans le golfe d'Oman. Et c'est bien normal. Les exportations, en particulier celles de pétrole, c'est comme ça que le CGRI obtenait son argent et survivait. C'est comme ça qu'il fonctionnait en fait. Ils finançaient toutes leurs activités avec cet argent. Mais un autre aspect du blocus est souvent négligé. Cet aspect revient détruire l'économie iranienne. Le blocus ne se limite pas à empêcher les navires de quitter les ports iraniens. Il s'agit aussi d'empêcher les navires en eau internationale d'entrer dans les ports iraniens, essentiellement pour les empêcher de ravitailler le CGRI et tout ce dont le régime iranien a besoin. En fait, vous vous souvenez de Tuska, le navire dont nous parlons depuis quelques jours. C'est un navire que les États-Unis ont saisi il y a seulement quelques jours après avoir tiré sur sa salle des machines. Eh bien, devinez quoi? Ce navire essayait d'entrer en Iran avec des armes et d'autres cargaisons qu'il transportait depuis l'Asie du Sud-Est, plus précisément depuis la Chine. En prenant le contrôle du Tuska, la marine américaine a prouvé que ce blocus ne visait pas seulement à empêcher l'Iran d'exporter du pétrole. Il s'agit aussi d'empêcher des choses d'entrée, plus précisément d'empêcher l'entrée d'armes et de tout autre type de cargaison. Le Tuska était un cargo transportant sûrement des marchandises habituelles, mais il avait aussi des armes à bord que le CGRI pouvait utiliser pour relancer son programme balistique. Maintenant, du point de vue du CGRI, ce risque en valait la peine parce que le CGRI croit vraiment que s'ils ne peuvent pas se battre, ils ne survivront pas. Et c'est pourquoi ils ont besoin d'armes, et ils en ont désespérément besoin. Mais vous voyez, l'Iran dépend aussi des exportations pour un tas d'autres biens. Et ces biens sont très importants pour le peuple iranien. L'an dernier, l'Iran a importé près de 60 milliards de dollars de marchandises via ses propres ports maritimes, soit environ 160 millions de dollars par jour. Pour comprendre le vrai problème, il faut examiner précisément ce que l'Iran importait, pas seulement la quantité. Regardez ce camembert à l'écran. La plus grande part ici, c'est bien sûr l'électronique, les équipements et les choses dont les usines ont besoin, vous savez, dont d'autres personnes ont besoin, et bien sûr dont les consommateurs iraniens ont besoin. Mais il y a une autre partie qui est un peu cachée. Elle est divisée en différentes catégories, et c'est la nourriture. Les céréales ici, qui représentent la deuxième plus grande part, font essentiellement référence aux grains de base, comme le blé, le maïs, peut-être même le riz. Ensuite, nous avons les graisses et les huiles. Cela fait aussi partie de l'alimentation. Et puis nous avons les graines et les grains. Cela fait aussi partie de l'alimentation. En fait, environ 40 à 60% de l'alimentation consommée en Iran était importée d'autres pays. L'Iran n'est pas vraiment une nation autosuffisante ou indépendante en ce qui concerne son approvisionnement alimentaire. Et devine quoi? Ces denrées n'arrivent plus. Et à cause de cela, le président iranien a dû passer à la télévision nationale hier et supplier le peuple iranien de, vous savez, réduire leur consommation de nourriture et bien sûr de réduire l'utilisation d'électricité. Écoutez bien. Nous avons une simple demande à adresser à notre cher peuple qui est prêt et présent sur le terrain en ce moment. Réduire sa consommation d'électricité et d'énergie. Actuellement, nous n'avons pas besoin de ces sacrifices, mais devons contrôler la consommation. Qu'y a-t-il de mal à n'allumer que 2 lumières à la maison plutôt que 10?
Ils détruisent notre infrastructure. Ils nous assiègent pour que les gens deviennent mécontents et que la satisfaction actuelle se transforme en insatisfaction. Comment pouvons-nous y faire face? Nous ne laissons pas apparaître les problèmes qui, selon eux, provoquent le mécontentement de la population. L'Iran gagne tellement que maintenant ils demandent à leur peuple d'arrêter de manger pour pouvoir survivre et réduire leur consommation d'électricité. Cela fait seulement 11 jours depuis le début du blocus. Cette déclaration a été publiée hier, et le blocus a commencé le 13 avril, 11 jours, c'est tout ce qu'il a fallu. Maintenant, la situation alimentaire en Iran était déjà assez chaotique même avant cette guerre. En fait, juste au début de l'année, alors que les manifestations étaient en cours, nous avons examiné les données concernant le coût de la nourriture en Iran, et ils avaient une inflation de 10% chaque mois, vous avez bien entendu. Ce n'était pas une faute de prononciation de ma part, c'est bien 10% par mois. Si on fait un calcul rapide, on se rend compte qu'une inflation de 10% par mois signifie que les prix de la nourriture doublent pratiquement tous les 7 mois. Cela signifie que les Iraniens, qui peinent déjà à cause de tout le reste qui se passe, et on va en parler dans un instant, doivent maintenant aussi s'inquiéter de ne plus pouvoir se permettre de la nourriture, car les salaires en Iran n'augmentent pas de 10% par mois. Tout le monde a besoin de nourriture, donc ils subissent l'inflation alimentaire. Si c'était des produits de luxe, les Iraniens pourraient juste ne pas en acheter. Mais la nourriture, tout le monde doit en acheter. Et l'Iran avait déjà du mal avec une inflation alimentaire très, très élevée. Et à cause de cette guerre, la situation n'a fait qu'empirer. Désormais, le CGRI ne peut s'en prendre qu'à lui-même, ayant utilisé ses cargos censés transporter médicaments et nourriture pour faire passer des armes en contrebande. C'est précisément pourquoi le blocus cible ces navires. Mais vous savez ce qui rend cette situation encore plus choquante, c'est le fait que l'Iran aurait dû savoir que cela allait arriver. Vous voyez, après la guerre de 12 jours qui a eu lieu l'année dernière, le guide suprême iranien Ali Khamenei a mis ce plan en œuvre. Le plan était donc que, si une autre guerre éclate, l'Iran lancerait une vague de terrorisme économique. Il prévoyait d'attaquer tous les pays du Golfe, même Oman, qui n'a pas de bases américaines et n'est pas vraiment un allié des États-Unis, car l'Iran voulait appliquer une stratégie de coercition économique, ce que je considère comme du terrorisme. La stratégie visait aussi à bloquer le détroit d'Ormuz, car l'Iran savait son importance pour le marché pétrolier. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz est crucial pour le public américain et le président des États-Unis. Maintenant, si vous prenez simplement cette stratégie et que vous réfléchissez un peu plus profondément, si l'Iran va bloquer le détroit d'Ormuz, il me semble que quelqu'un ici aurait dû demander « Si on bloque le détroit, les États-Unis ne risquent-ils pas de bloquer les ports iraniens ?» Parce qu'honnêtement, ce n'est pas un plan si fou que ça. On prend simplement la stratégie iranienne et on l'applique contre l'Iran. Mais pas une seule personne dans la salle n'a pensé à ça, et ils n'ont pas non plus pensé. On devrait faire des réserves de nourriture. Après tout, le pays dépend énormément des importations alimentaires. Et devinez quoi ? Tout le monde a besoin de nourriture, même pendant une guerre. Donc peut-être qu'on devrait faire des réserves. Personne n'y a pensé, même une seconde. Maintenant, 11 jours après le début du blocus, l'Iran est en train de manquer de la chose la plus essentielle pour tout être humain, la nourriture. Maintenant, je vais être honnête. Ça ne devrait pas être une si grande surprise, du moins pour moi, parce que je le sais. C'est le même gouvernement qui a tellement mal géré l'approvisionnement en eau de Téhéran que, il y a seulement quelques mois, il parlait d'évacuer la capitale, d'évacuer Téhéran et de déplacer la capitale vers le sud. Encore une fois, ce n'était pas dû à un phénomène naturel comme une sécheresse ou un événement inattendu. La cause principale de cette mauvaise gestion était le régime islamique. Voici plus de détails. L'Iran est confronté à sa pire crise de l'eau depuis des décennies, et les responsables avertissent que Téhéran, une ville de plus de 10 millions d'habitants, pourrait bientôt devenir inhabitable si la sécheresse continue. Le président Massoud Pezeshkian a averti que si la pluie n'arrive pas d'ici décembre, le gouvernement devra commencer à rationner l'eau à Téhéran. Même ainsi, les citoyens pourraient devoir évacuer la ville. Mais la crise de l'eau en Iran n'est pas uniquement due au manque de précipitations. Des décennies de mauvaise gestion, notamment la construction excessive de barrages, le forage illégal de puits et des pratiques agricoles inefficaces ont épuisé les réserves. C'est ce qu'ont affirmé des dizaines de critiques et d'experts de l'eau qui ont parlé aux médias d'État ces derniers jours. Cette mauvaise gestion a provoqué des manifestations contre les pénuries d'eau en 2018 et en 2021. Le gouvernement a attribué la crise à divers facteurs tels que les politiques des gouvernements précédents, le changement climatique et la surconsommation.
La pénurie d'eau met à rude épreuve des citoyens déjà accablés par le poids d'une économie en difficulté. Si le gouvernement avait pu, il n'aurait pas laissé la situation dégénérer. Il n'aurait pas dû laisser faire. Que doit-il faire? Ce sont les mêmes responsables. Qu'attendent-ils d'eux? Ils ne font même pas appel à des experts. Cette crise alimentaire et électrique pourrait expliquer pourquoi l'Iran refuse de négocier tant que le blocus américain persiste. Hier, nous avons vu une délégation iranienne se rendre à Islamabad, au Pakistan, pour rouvrir les négociations. Ils affirment une chose, mais le régime est trop incompétent pour se préparer à ce qu'il veut vraiment faire. C'est pourquoi ils veulent relancer les négociations. Maintenant, selon un responsable pakistanais qui a participé à ces négociations, voici ce dont l'Iran a discuté. Un responsable pakistanais a indiqué à Axios que la rencontre avec Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, visera à relancer les négociations avec les États-Unis. Araghchi a également mentionné que l'Iran ne tiendra pas compte des lignes rouges américaines lors des négociations. L'Iran ne cherche pas à céder à la pression des États-Unis, mais il est ouvert à une réunion de négociation rationnelle et équitable. Hier, nous avons parlé des rapports selon lesquels l'envoyé spécial Steve Bitkoff et Jared Kushner se sont rendus à Islamabad un jour après cette réunion avec Araghchi, essentiellement pour préparer un deuxième sommet entre les États-Unis et l'Iran. La réunion du ministre iranien des Affaires étrangères n'a sans doute pas répondu aux attentes de l'Iran, car juste après le départ de la délégation iranienne du Pakistan, Trump a fait une déclaration. Et il a essentiellement dit que les États-Unis ne feraient pas des allers-retours vers le Pakistan pour négocier avec l'Iran. Si l'Iran est sérieux au sujet des négociations, ils n'ont qu'à décrocher le téléphone et appeler. Écoutez bien. Exclusivité Fox News. Le président Trump vient tout juste de dire à notre correspondante Aïcha Hosni qu'il a annulé le voyage de son envoyé au Pakistan pour tenir des discussions avec l'Iran. Aïcha Hosni partage une citation du président. « J'ai dit à mes collaborateurs récemment, alors qu'ils s'apprêtaient à partir, « Non, vous ne ferez pas un vol de 18 heures pour y aller. Nous avons tous les atouts. Ils peuvent nous appeler quand ils veulent, mais vous n'allez plus faire de vol de 18 heures pour rester assis à parler pour rien. Maintenant, c'est important. » Suite au voyage plus tôt cette semaine où la vice-présidente J.D. Vance devait discuter, mais cela a été annulé. C'est une info de dernière minute d'Aïcha Hosni. Alex Hogan est en direct de la Maison-Blanche avec des détails exclusifs. Bonjour Aïcha, un grand bouleversement inattendu a eu lieu aujourd'hui dans les négociations. Et cela montre une fois de plus à quel point ces négociations sont délicates, malgré les efforts internationaux considérables pour réunir tout le monde à la table à la dernière minute. Tout comme ce matin, tout peut simplement s'effondrer. Nous attendions aujourd'hui la venue de Steve Witkoff et Jared Kushner, envoyés américains devant diriger la délégation au Pakistan. Le président Donald Trump a déclaré aujourd'hui à Aïcha Hassani sur Fox News qu'il annulait ce voyage. Cela survient alors que le ministre iranien des Affaires étrangères a déjà quitté le Pakistan. Le président Trump répète qu'il n'y a pas de raison de leur faire 18 heures de vol et que l'Iran peut appeler à tout moment. Juste après, Trump a publié sur Twitter « J'ai annulé le voyage de mes représentants à Islamabad pour rencontrer les Iraniens. Trop de temps perdu à voyager et c'est trop de travail. Au fait, au cas où vous ne le sauriez pas, aller des États-Unis au Pakistan, c'est un vol de 16 heures juste pour l'aller. Vous partez, devez récupérer après un tel vol, puis rencontrer les Iraniens avant de repartir. Cela fait encore 16 heures, c'est donc un voyage très long. » Mais bref, continuons avec la déclaration de Trump. En plus de cela, il y a énormément de luttes internes et de confusion au sein de la direction iranienne. Personne ne sait qui dirige, pas même les Iraniens. De plus, nous avons tous les atouts. Eux, aucun. S'ils veulent négocier, qu'ils appellent les États-Unis. À mon avis, cela semble être bien plus que de la simple rhétorique. Je ne pense pas que ce soit juste Trump qui dit « Eh, nous ne voulons pas négocier ». L'Iran finit donc par s'engager ouvertement dans des négociations, car c'est une stratégie que Trump pourrait employer, l'ayant déjà fait auparavant. Mais cette fois, il semble que les négociations soient réellement annulées. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que des préparatifs avaient été faits au Pakistan pour une grande rencontre entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, mais ces préparatifs sont en train d'être annulés. Depuis 2 semaines, Islamabad était pratiquement paralysé parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles la prochaine réunion serait très importante, qu'un accord y serait conclu, voire même signé. Il était possible que le président Trump apparaisse lui-même, ce qui a conduit au confinement d'Islamabad, la capitale pakistanaise. Les magasins étaient enfermés, les rues interdites aux gens ordinaires, et des agents de sécurité et des barricades partout.
La vie normale s'est arrêtée ces 2 dernières semaines. Mais maintenant, les préparatifs sont annulés. La ville rouvre et les barrières de sécurité sont retirées. Ce n'est certainement pas un bon signe concernant la tenue de négociations. En plus, un journaliste du New York Post, et sans doute d'autres journalistes américains, sont toujours à Islamabad depuis la dernière réunion de négociation il y a environ 3 semaines. Ils pensaient qu'une autre réunion aurait lieu, dont ils sont restés en ville. Certains journalistes étaient en contact direct avec la Maison-Blanche, voire le président Trump. Ce matin, le président Trump a envoyé un message à un journaliste pour lui dire de rentrer chez lui, suggérant qu'aucune autre réunion n'aura lieu bientôt. Il est surprenant que le président des États-Unis annonce d'importantes nouvelles par message, mais cela reste une grande nouvelle. Et cela laisse entendre que les négociations sont complètement abandonnées. Cela signifie que la guerre pourrait reprendre à tout moment maintenant. Cela dit, je veux quand même évoquer une autre possibilité quant à ce qui pourrait se passer. Cela pourrait signifier que les négociations vont être déplacées dans une autre ville, peut-être en Suisse. C'est là que les négociations avaient lieu avant le début de la guerre en février. Donc, c'est une possibilité. Mais à mon avis, il y a très peu de chances que cela arrive. Donc, il est plus probable que dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la reprise de la guerre. Pour les Iraniens, ce n'est pas une bonne nouvelle, car comme dit au début de la vidéo, l'inflation est incontrôlable et la nourriture n'arrive pas au port. Et maintenant, si la guerre reprend, l'inflation va encore s'aggraver. Voici plus de détails. Je pense que pour commencer, on peut prendre en compte les derniers mois qui se sont terminés avec la Deuxième Guerre. En janvier et février, l'inflation a atteint 8% par mois. En partant de là et en supposant qu'elle augmentera de 1% chaque mois ou tous les 2 mois. À la fin de l'année, nous faisons face à une inflation mensuelle de 11 à 12%. C'est en gros plus de 200% d'augmentation des prix, et donc le prix des produits courants sera triplé. Dans un scénario malheureux, mais pour l'instant probable, où un autre conflit éclaterait. Je pense, encore une fois, que nous pouvons partir de l'inflation de janvier et février, mais en tablant sur une hausse de 1 à 2% chaque mois. D'ici la fin de l'année, je pense que l'inflation sera supérieure à 20% par mois, et vous voyez la tendance. Je parle d'inflation par mois plus par an. Et c'est la réalité à laquelle nous faisons face. Dans ce cas, nous parlons d'une inflation de 500%. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qajar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Si l'histoire de l'Iran vous intéresse et que vous voulez comprendre comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.